Bonjour à toutes et à tous, chers étudiants, bienvenue dans cette 8e séance de notre module Introduction à la science politique, dans laquelle on va aborder l'axe suivant, les méthodes de la science politique. Alors, il s'agit d'approches, d'angles d'analyse, d'angles d'attaque pour aborder un problème, pour l'analyser et bien sûr l'étudier, essayer de le résoudre. On distingue entre trois grands paradigmes euh, méthodologiques pour la science politique. Tout d'abord, il s'agit des approches qui sont centrées sur l'individu. Ensuite, les approches qu'on appelle interactionnistes, c'est-à-dire l'interaction entre l'individu et la société. Et troisième grand paradigme, les approches holistes, c'est-à-dire les approches macrosociologiques qui étudient les phénomènes d'un point de vue global. Alors, tout d'abord, les approches centrées sur l'individu. On va commencer avec l'individualisme méthodologique, selon lequel c'est la conséquence des actions individuelles qui explique les phénomènes sociaux. Selon cette approche, la relation entre deux phénomènes, que ce soit des phénomènes sociaux, des phénomènes politiques évidemment, font partie des phénomènes sociaux. Alors cette relation est analysée comme étant la conséquence de la logique du comportement des individus qui sont impliqués dans ces phénomènes, dans une interaction, on va dire, autour de ces phénomènes. Dans ce paradigme, l'individu rationnel, évidemment, est au centre de l'analyse sociologique. Ainsi, selon cette approche, l'explication des phénomènes politiques requiert l'analyse des motivations individuelles. Donc, il faut entrer dans l'explication des motivations sur le plan individuel. Ces motivations qui sont évidemment des motivations accumulées ou agrégées, la priorité est alors donnée donc à l'analyse des décisions individuelles, l'analyse des choix individuels, des choix qui sont pris d'une manière délibérée et qui s'opèrent évidemment dans un cadre social. C'est la thèse de Raymond Baudon, qui est le politologue, le sociologue qui prône donc l'individualisme méthodologique. Ce qui compte dans cette approche, ce sont les intentions, les motivations des individus. Certes, il y a des contraintes sociales qui sont bien sûr reconnues, on ne peut pas les négliger, mais finalement, cette approche dite de l'individualisme méthodologique considère que ce sont les intentions des individus, leur motivation, enfin l'accumulation et la rencontre de ces intentions qui influencent les structures sociales et donc ont une incidence sur les phénomènes sociaux, sur les phénomènes politiques. Cette approche donc repose sur l'individu parfaitement rationnel qui, qui va agir en toute connaissance de cause, en toute indépendance, croyant dans son calcul que son comportement n'aura pas une incidence significative sur la société, sur les phénomènes sociaux et politiques, mais finalement, cette accumulation des motivations ou des intentions, en tout cas des comportements rationnellement motivés, donc produit un sens politique et influence les phénomènes. Pour illustrer
l'individualisme méthodologique, on va donc dans l'exemple d'une élection dans laquelle, enfin, qui a enregistré un taux d'abstentionnisme, c'est-à-dire un taux de non-participation qui est important, donc on va dire de l'ordre de 70%, alors que c'était pas prévu comme ça. Vu que c'est une élection importante, finalement, le faible taux de participation aux élections est peut-être expliqué par le désintérêt pour la politique, mais pourrait être expliqué aussi par un calcul individuel sur lequel, oui, finalement, mon vote ne va pas trop compter. Hein, dans un corps électoral composé de millions de, euh, de, de votants, finalement, c'est ce type de calcul qui permet donc d'avoir un résultat qui peut-être serait un résultat collectivement irrationnel. Ensuite, l'école des choix rationnels, c'est une école bien sûr qui repose sur une inspiration utilitariste, libérale. L'école des choix rationnels en sciences politiques se base sur les travaux de Kenneth Rowe dans son ouvrage Changement social et valeurs individuelles. Il se base également sur la théorie des jeux et comportement économique de Morgenstern. Selon cette approche, l'individu étant rationnel, il est doté d'une rationalité. Il est un calculateur qui cherche donc à maximiser ses gains et à réduire, diminuer ses coûts. Donc selon cette approche, les acteurs politiques se comportent selon leurs attentes du gain éventuel, du gain escompté. Il évalue également les stratégies, les réactions supposées rationnelles des autres acteurs. En général, donc, il y a une logique utilitariste, rationnelle, qui fait toujours le calcul bénéfice-coût avant de prendre une quelconque décision. Le choix rationnel suppose une évaluation de ses propres moyens, de ses propres ressources, notamment dans le champ politique. On parle de ressources symboliques, notamment de ressources sur le plan, quand il s'agit d'un parti politique, sur le plan des adhérents, notamment aussi sur le plan des rapports de force au sein du champ politique entre les acteurs. Donc c'est toujours une question de choix rationnel qui détermine le sens de la politique, qui détermine le sens des rapports politiques et des rapports de force politiques. Maintenant, pour ce qui est de la critique des approches centrées sur l'individu, alors ce sont des approches, on va dire, micro. Ces approches centrées sur l'individu ont été critiquées pour avoir privilégié l'égoïsme individuel, pour avoir donné trop d'importance au choix rationnel, enfin supposé rationnel, à la logique utilitariste et à ses motivations donc purement individuelles, qui reflètent davantage une vision occidentale de la rationalité. En réagissant face à ces critiques, les adeptes des approches rationalistes ont commencé à rejeter le tout rationnel ou la rationalité totale, complète, et ils ont commencé donc à adopter une rationalité relative dans laquelle il y a d'autres considérations qui rentrent en jeu, qui peuvent donc influencer sur la décision rationnelle
Sachant que la rationalité, enfin l'équation coût-bénéfice ne peut pas tout expliquer. Pour, par exemple, résoudre un problème politique, un problème social, les politiques publiques ne peuvent pas adopter un programme, une politique publique qui est complètement basée sur la rationalité, car finalement, il y a des considérations sociales, culturelles, anthropologiques, psychologiques parfois, qui peuvent donc avoir un impact, une influence sur le choix de la politique. Autre critique, un résultat social irrationnel peut parfaitement résulter de la somme, c'est-à-dire l'addition de comportements rationnels. La rationalité individuelle ne mène pas forcément à une rationalité collective. En outre, le modèle de la rationalité standard rencontre des facteurs qui faussent son calcul. Alors, on arrive donc au second paradigme. Ce sont donc les paradigmes interactionnistes, ou les approches plutôt interactionnistes. Commençons par l'interactionnisme symbolique. En partant de la présomption que tout fait social s'exprime dans un langage, que tout fait social est également reflété à travers des signes, à travers des symboles, à travers des codes, tous les rapports sociaux, notamment les rapports politiques, le pouvoir, la domination, la coopération, la compétition, le conflit, tous ces rapports se traduisent et s'incarnent dans un échange permanent de signes, de symboles, de codes. C'est une façon donc de parler, par exemple, une façon de faire son discours, une façon, par exemple, de concevoir un certain protocole, le style vestimentaire, les gestes, même parfois les contes et les blagues peuvent donc rentrer dans ce schéma où il y a une interaction entre les individus, une interaction qui donne un certain sens aux faits politiques et à l'action politique. Cette approche s'intéresse donc et donne de l'importance aux usages, au discours politique et à l'utilisation aussi des signes et des symboles dans l'interaction sociale. Dans le cadre des paradigmes interactionnistes, on retrouve l'interactionnisme stratégique. Il s'agit d'une approche qui s'inscrit davantage dans la dynamique sociale, plus dans la dynamique sociale donc, que dans l'individualisme. Son explication des phénomènes sociaux se fonde sur l'étude des forces de reproduction des rapports de force entre les dominants et dominés au sein de la société. Les décisions et actions des agents politiques sont soumis à un habitus, selon l'expression de Pierre Bourdieu, qui tend toujours à reproduire les mêmes relations de domination entre les groupes sociaux. Pierre Bourdieu utilise également l'expression de capital social ou capital culturel, qui joue un rôle fondamental dans la pérennisation des catégories, enfin des catégories sociales et également dans cette pérennisation des distinctions entre au sein des groupes sociaux, entre les dominants et dominés, entre gouvernants et gouvernés, entre la classe, on va dire la classe bourgeoise et la classe prolétaire. Donc c'est une stratification sociale
qui est étudié dans le cadre de l'interactionnisme stratégique. Ensuite, les approches pragmatiques, مقاربات النفعية, ces approches accordent la priorité à l'étude du sens que les individus accordent à leur action. Donc, ils vont juger si leur action, qui s'inscrit évidemment dans le cadre d'une interaction sociale, est-ce que ces actions leur permettent de réaliser certains intérêts, d'acquérir certains privilèges, et en partant de l'hypothèse selon laquelle le monde social, y compris le monde politique évidemment, et toutes ces institutions ne cessent de se construire, de se déconstruire, donc de se refaire, de se faire et de se refaire. Et les approches pragmatiques donc s'intéressent au sens commun construit au sein d'une collectivité à travers un processus d'interaction continue entre ses membres. Selon cette approche, les acteurs politiques sont tout le temps engagés dans une interaction évidemment qui va donner du sens à leur action, qui va donner du sens aussi à leur ambition politique, et à partir de là, donc, ils vont adapter, on va dire, leur comportement politique selon cette réalité partagée, donc créée autour d'un sens de la vie politique qui est partagé et dans lequel les acteurs essaient quand même de s'équilibrer, en fait, de ne pas trop changer, bouleverser le champ politique. Et selon donc cette approche, l'analyse des phénomènes politiques se fait donc en se référant à ce que les acteurs considèrent comme leurs intérêts, comme leur vision, et aussi ce qui correspond à ce qu'ils considèrent comme pragmatique de leur point de vue.